Donc aujourd'hui, on a une conférence qui traite des mécanismes nationaux, internationaux et transnationaux du fascisme. Et hier, on a eu l'occasion déjà d'aborder la question des impérialismes et des désordres mondiaux. Et c'est difficile dans ce contexte-là de ne pas parler de la montée fulgurante de l'extrême droite. Et comme vous le savez, les derniers mois ont été marqués par l'arrivée de Trump au pouvoir, qui est venu bousculer un contexte international qui était déjà très complexe. Un contexte qui était notamment marqué par une profonde crise économique et une augmentation des conflits armés. Voilà. Donc, le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est de comprendre dans quel type de dynamique on est, pour aussi comprendre comment lutter. Et c'est vrai qu'on voulait quand même préciser que c'est une conférence qui traite surtout, qui essaye surtout de comprendre la dynamique dans laquelle on est. Et donc, de toute évidence, on ne veut pas être rabat-joie, mais c'est vrai que voilà, on prévient qu'on va pas forcément aborder, en tout cas dans la conférence, dans les interventions, on ne va pas forcément aborder les luttes antifascistes en tant que telles ou les luttes de gauche. Donc, on invite bien sûr à penser que ce cadre-là, il permet d'entamer une réflexion, de comprendre dans quelle situation on se trouve, pour ensuite mener et créer et renforcer les luttes collectives dans lesquelles on est impliqué et dans l'esprit également du week-end. Donc voilà. Donc dans cette plénière, on a la volonté de traiter de la montée de l'extrême droite en abordant ses dimensions nationales, mais également internationales. Et c'est pour ça qu'on va le faire, notamment avec Pietro Boschetti, qui est à ma gauche. Donc Pietro est journaliste et historien. Il a rédigé La Suisse et les nazis, qui est une synthèse du rapport Berger, et un autre livre qui nous intéresse spécifiquement pour cette conférence, qui parle de l'UDC et qui s'intitule La conquête du pouvoir, essai sur la montée de l'UDC, rédigé et paru en 2007. Donc, à ma droite, on a aussi Antoine Dubiot, militant à Solidarité Genève et auteur du livre Écofascisme, et qui interviendra en deuxième dans cette conférence. Donc, pour commencer, je vais juste un peu introduire ce sur quoi Pietro va intervenir, pour ensuite lui donner la parole et le laisser poursuivre son argumentation. Donc, Pietro va d'abord nous parler du contexte suisse, parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la montée de l'extrême droite dans un certain nombre de pays alentours, mais on aborde moins les dynamiques propres de l'extrême droite en Suisse, dont le premier parti est l'UDC, avec un écrasant écart par rapport aux autres partis, et ce qui lui donne une énorme marge de manœuvre. Donc, Pietro va commencer par remonter aux origines de l'extrême droite. Je crois que tu pars dans l'entre-deux-guerres, si je ne me trompe pas, mais surtout mentionner le mouvement xénophobe en Suisse dans les années 70 et son influence en Europe. Puis il développera ensuite la montée en puissance de l'UDC, ce qui est communément nommé le tournant blochérien dans les années 90. Et il finira avec une présentation du vrai problème de la situation politique actuelle, c'est-à-dire la faiblesse ou l'absence de la gauche. Donc voilà, je vais donner la parole à Pietro pour la première partie. Oui. Est-ce que ce serait possible pour les intervenants de se lever, parce que là on est derrière et puis on ne voit pas. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, je suis désolée. Pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est depuis que ce bouquin est paru, la deuxième fois qu'on m'invite. Il est paru en 2007, si je me souviens bien. C'est la deuxième fois qu'on m'invite, mais devant une pareille assemblée, je suis vraiment ravi de pouvoir m'exprimer là-dessus. Il y a donc une préhistoire. C'est un peu ça le premier point que j'aimerais aborder. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais dès le début du XXe siècle en Suisse, la xénophobie, le racisme est quelque chose de très présent dans le discours politique, public, à telle enseigne qu'un terme va devenir très célèbre. C'est une notion qui a été en fait inventée par un travailleur social de la ville de Zurich, si j'ai bonne mémoire, au tout début du XXe siècle, et qui appelait ça l'Überfremdung, c'est-à-dire le trop-plein d'étrangers, en quelque sorte.
Il y a un trop-plein d'étrangers. Il a désigné ça par ce terme qui dit bien ce qu'il veut dire en allemand, difficile de traduire en français, Überfremdung. Ce que je vais, moi, exposer maintenant, dans les 20 minutes qui suivent, à peu près, c'est le fil rouge, ça sera l'Überfremdung. C'est une notion qui n'a même pas été inventée par un politique ou un politicien, mais par un travailleur social, qui va connaître un succès inégalé jusqu'à et y compris aujourd'hui. Et ça, il faut bien comprendre que ce fil rouge que je vais essayer de développer est essentiel pour comprendre, 50 ans, 60 ans plus tard, la montée en puissance spectaculaire d'un parti qui s'appelle l'UDC et qui aujourd'hui est de loin le premier parti en Suisse. Le premier parti en Suisse. Bien, l'Überfremdung. Et deux indications chronologiques, très brèves. Nous sommes donc au début du XXe siècle, 1917. Création de la police fédérale des étrangers, qui, comme son nom l'indique, n'a qu'une seule tâche, c'est les étrangers, qui sont considérés comme une menace, un danger, que sais-je. 1919, se crée le comité d'action contre l'Überfremdung, qui va lancer la toute première initiative contre la surpopulation étrangère, 1919. Ce concept, cette notion d'Überfremdung va connaître des montées en puissance, des éclipses, etc. etc. Je ne vais pas faire maintenant la chronologie totale jusqu'à aujourd'hui, mais il faut se souvenir que cette notion est apparue au tout début du siècle. Et elle ne va plus jamais disparaître, ce qui est probablement unique en Europe d'ailleurs. Je fais un saut maintenant. On est en 1960, donc bien des années plus tard, et on observe au début des années 60 un retour en force, disons, du thème de la surpopulation étrangère. Évidemment, le thème d'Überfremdung va de nouveau apparaître dans toute sa splendeur, et qui va de nouveau trouver une place importante dans le débat politique, mais dans le discours public, etc. Et cette mouvance politique xénophobe qui est en train de se consolider dès les années 60 en Suisse est considérée aujourd'hui par l'historiographie comme un effet précurseur qui va en fait servir, dans une certaine mesure en tout cas, de modèle à l'émergence et au développement d'autres groupements d'extrême droite xénophobes, nationalistes, populistes, ailleurs en Europe, en France, en Allemagne, voire en Angleterre. Le modèle en Suisse, c'est l'Action nationale fondée en 1961. L'Action nationale dont le leader s'appelle James Schwarzenbach, cousin de l'écrivaine Anne-Marie Schwarzenbach, issue d'une très grande famille industrielle zurichoise, et qui, dans les années 30, était un militant actif du seul parti nazi qui existait en Suisse, qui était je ne me souviens même plus comment il s'appelle, le Front National, ou je ne sais plus comment, mais qui était un parti nazi ouvertement nazi. On le retrouve donc, il fait ses premières armes dans ce parti nazi dans les années 30 en Suisse, et on le retrouve en 60 lorsqu'il crée l'Action nationale. James Schwarzenbach est bien connu puisqu'il est l'initiateur d'une initiative importante qui sera lancée à la fin des années 60, qui est l'initiative intitulée « Contre l'emprise étrangère », qu'on appellera l'initiative Schwarzenbach. Et cette initiative demande, en gros, que la population étrangère, la part de la population étrangère dans la population totale ne dépasse pas 10% dans tous les cantons, avec l'exception du canton de Genève. Ce qui signifie l'expulsion entre 200 000 et 250 000 personnes si on veut réaliser les buts de cette initiative. Cette initiative est votée en juin 1970. Elle est rejetée, mais elle fait tout de même un résultat intéressant puisqu'elle recueille 46% de oui, avec une participation absolument record, canon, 75%,
Et les sondages indiquent qu'une majorité de syndicalistes ont voté pour l'initiative. Ce qui montre une chose, c'est la pénétration, disons, de ce type d'idéologie, y compris dans les organisations syndicales. Alors après, il faut distinguer, ce n'est pas la même chose dans toutes les fédérations, bien entendu. Donc, dans les années 60, cette montée en puissance, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, est à peu près unique en Europe. Par la suite, l'Action nationale va vivoter, disparaître, il y aura des crises, etc., etc., etc. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est compliqué. Mais pour prendre juste un indicateur, quelque chose comme 20 ans plus tard, en 1991, l'ensemble de l'extrême droite en Suisse, aux élections fédérales de 1991, recueille 11% des voix. C'est-à-dire un électeur sur 10 a voté pour l'extrême droite, sur la même ligne politique. Ce qui dit que, et là encore une fois, dans ces campagnes menées par ces partis, la ligne, enfin le slogan, le thème, c'est l'Überfremdung. Et on est en 1990. Ça montre tout de même la continuité assez étonnante de ce fameux Überfremdung qui disparaît comme un sous-marin, mais qui, dès que certaines conditions sont réunies, réapparaissent et retrouvent très vite un socle de base qui tourne autour des 10-15% de l'électorat. C'est important à garder en tête. Alors, on garde ça en tête et on va aborder maintenant je vais aborder maintenant ce que j'appelle le tournant blochérien de l'UDC. On est dans les années 1990 et on va assister au début des années 1990 et on va assister là au début d'une aventure politique absolument exceptionnelle en Suisse, qui est la montée en puissance spectaculaire d'un petit parti qui était en voie de disparition, qui s'appelle l'Union démocratique du Centre, et qui va réaliser à partir des années 90 une série de résultats électoraux absolument spectaculaires. Dans la période 1991-2003, l'UDC va tout simplement doubler son score électoral. Je parle que des scores électoraux sur le plan national. Il passe de 12% à 27%. Ce qui est totalement exceptionnel, hein. C'est du à peu près jamais vu dans l'histoire politique suisse, il faut bien se rendre compte, d'autant plus qu'ils ne vont plus jamais décrocher. Aujourd'hui, ils sont à peu près autour des 28%, c'est-à-dire 10% de plus que le deuxième parti national, qui est le Parti socialiste. Un écart d'ailleurs, lui aussi exceptionnel, entre le premier parti et le deuxième parti, tout à fait exceptionnel dans l'histoire politique suisse. Alors, essayons de voir un peu plus précisément ce qui se passe. Mais peut-être dans un premier temps, je vous expose un peu ma thèse, c'est plus simple. Comment expliquer cette croissance très forte et dans un laps de temps assez court qui aujourd'hui fait de l'UDC le parti qui a pris le leadership presque total à droite. Comment l'expliquer? Et ma thèse est très simple et c'est la suivante. C'est sans la permanence de du thème de l'Überfremdung, donc de la xénophobie, sans la permanence de ce thème durant tout le XXe siècle, et l'apparition des crises économiques qui vont apparaître à partir de 1975, suivies par des crises sociales et je dirais même identitaires dans les années 80 et début des années 90, il serait très difficile d'expliquer une pareille progression si on ne tient pas compte de ces deux éléments que je viens de citer. Je vais essayer de les détailler un peu plus pour comprendre ce qui se passe. Mais je vais d'abord boire une gorgée d'eau parce que... Pour moi, c'est... Alors, pour expliquer cette croissance formidable, il faut là aussi faire un petit rappel historique, ou plutôt une petite mise en perspective historique. Et là, je reviens, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une période extraordinaire va se manifester. C'est ce qu'on a appelé les 30 Glorieux. Je pense que vous savez à peu près tous et toutes de quoi il s'agit. C'est pendant 30 ans, en gros 1945 à 1975, une période de croissance économique absolument exceptionnelle, pas dans le monde entier, mais disons dans le monde occidental, et en particulier en Suisse, qui avait su préserver son outil industriel puisqu'il n'avait pas participé à la guerre, et qui prendra fin assez brutalement en 1975 avec la première crise sérieuse de cette période, qui est la crise du pétrole en 1975. Alors, sans en faire maintenant une analyse détaillée de ces 30 glorieuses, ce qu'il faut comprendre, je vais juste citer quelques éléments qui permettent de comprendre qu'avec le démarrage de cette période dite des 30 glorieuses, on rentre dans une dynamique sociale et économique qui tranche de manière radicale avec ce qu'on avait connu dans la période de l'entre-deux-guerres. Et je cite juste quelques points de repère pour qu'on puisse se faire une idée. Entre 1945 et 1975, on constate un doublement du salaire réel. Doublement du salaire réel. Le chômage disparaît quasi complètement. Les niveaux de formation s'améliorent et le nombre d'emplois augmente tout à fait régulièrement. Bref, on arrive, en somme, on fait face en somme à une espèce de modèle qui se met en place et qui va être assez durable d'ailleurs, qu'on pourrait décrire ainsi. C'est l'emploi à vie, en général dans la même entreprise, qui signifie la sécurité de l'emploi, une hausse continue des salaires et du pouvoir d'achat, et une progression régulière de la carrière professionnelle qui permet justement d'améliorer au fur et à mesure sa situation. Et le tout complété par un filet social qui enfin commence un tout petit peu à s'étoffer, puisque à cette époque, la Suisse était très en retard à ce niveau-là. C'est à partir des années 50, enfin avec la création de la l'AVS et des autres assurances sociales, que le filet social, qui reste modeste en Suisse, commence à s'étoffer. Alors, cela dit, il faut tout de suite nuancer parce que, évidemment, tout ça n'est pas aussi linéaire que je viens de le dire. La croissance dont je vous parle, elle demeure fortement inégalitaire. Les poches de pauvreté, il y en avait, diminuent, mais elles ne disparaissent pas. Et la société, on reste dans une société extrêmement conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire, en particulier, je ne vous fais pas un dessin, en ce qui concerne les inégalités hommes-femmes. Mais l'un dans l'autre, il y a une contestation qui s'élève. Est-ce que ça va me permettre de boire un petit coup ? Je peux parler fort, mais je ne suis pas sûr que ça va le calmer. Je continue ? J'ai un peu perdu le fil. Oui, voilà. Donc, je vais nuancer un peu le tableau idyllique que j'ai pour le garder en tête. C'est pas que la société se soit totalement modifiée, mais était rentrée tout de même dans une dynamique sociale, économique et tout, qui se fait sentir très concrètement. Très bien. Or, ce tableau, disons, un peu idyllique, va connaître une méchante secousse avec l'arrivée de la crise de 1975. La crise de 1975 qui va durer 3 mois, donc la crise du pétrole, ça signifie un recul du PIB de 8% en Suisse, le plus fort recul en Europe. C'est 300 000 emplois qui disparaissent, c'est-à-dire un emploi sur 10 qui disparaissent. Et pour atténuer le coût social, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire ce que Schwarzenbach avait proposé. On expulse 250 000 travailleurs étrangers, autrement dit, on exporte le chômage, et c'est exactement ce que demandait l'initiative Schwarzenbach 5 ans auparavant. Überfremdung nous sauvera toujours, c'est un peu ça. Durant ces 30 glorieuses, je l'ai dit, le salaire réel a plus que doublé. Durant les 30 années qui suivront, le salaire réel augmentera d'un tiers. Et dernier chiffre, parce que je ne veux pas vous assommer avec ça, mais c'est pas mal de quand même voir ça, entre 1993 et 2002, un actif sur quatre connaîtra une période de chômage. Donc on est passé d'une période qui
garantissait un certain nombre de choses, à une période où ces éléments-là commencent à se fissurer, y compris en Suisse, donc, et les chiffres que je vous donne, ça concerne la Suisse, bien sûr, et commencent également à poser de grosses questions. D'autant plus qu'il n'y a pas que l'économie qui marche mal, mais va apparaître, en gros, à la fin des années 80, durant les années 90, et en particulier durant l'année 89, une série de crises que j'appelle des crises de type identitaire. On peut discuter après comment il faut les qualifier ou non, mais je vous les rappelle mais très vite. Hein. Mais c'est assez amusant parce qu'il y a une espèce de concentration sur cette période. Le scandale Kopp, conseillère fédérale radicale, première femme à avoir été élue au Conseil fédéral, démissionne en 1989 à cause d'un coup de téléphone qu'elle passe à son mari, un avocat d'affaires, qui allait se prendre sur la gueule une enquête criminelle parce qu'il y siégeait dans le conseil d'administration d'une entreprise soupçonnée de blanchiment d'argent. Madame Kopp, conseillère fédérale radicale, donc, était ministre de la Justice. L'affaire des fiches, plusieurs d'entre nous ici s'en souviennent bien puisqu'ils en ont été victimes, c'est en 2 mots à peu près 1 million de personnes qui ont été fliquées pendant des années et des années et des années parce qu'ils avaient des activités considérées comme subversives. Par exemple, vous étiez militant dans un mouvement de solidarité contre l'apartheid, enfin avec les Noirs d'Afrique du Sud, et bien boum, vous étiez bon pour avoir une fiche. Il y a l'initiative qui demande la suppression de l'armée, de l'armée, donc radicale, hein, qui est votée en 89 et qui fait 36% de oui. Alors, elle échoue, mais c'est un choc énorme, parce que tout d'un coup, cette vache hyper sacrée qui était l'armée, la défense nationale, creuset de l'identité nationale, on se rend compte qu'en fait, plus du tiers des citoyens et des citoyennes mettent ça complètement en doute, considèrent que ça n'a plus de sens. C'est d'ailleurs, je me rappelle encore du débat de l'époque et surtout des réactions le soir de la votation qui étaient assez rigolotes, hein, parce que notamment de la hiérarchie de l'armée qui était un peu sous le choc. Et puis, ça sera dans les années 90, entre en gros 96-2001, la très célèbre crise des fonds juifs en déshérence des fonds juifs en déshérence et de l'attitude de la Suisse pendant la guerre qui va animer un débat extrêmement fort durant ces années. Il y a d'ailleurs, je vous signale au passage, un excellent petit bouquin qui en parle très bien, qui s'appelle « Les Suisses et les nazis ». Et voilà, donc cette avalanche, en quelque sorte, oui, et puis j'oubliais la chute du mur de Berlin, évidemment, qui signe la fin de la guerre froide et qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes également par rapport aux défenseurs de la défense nationale, parce que tout d'un coup, l'ennemi disparaît. Cette suite de crises identitaires plus la crise économique, évidemment, c'est pas que la société va s'effondrer, mais ça va suffisamment, en somme, ébranler un certain nombre de certitudes qu'on avait gagnées pendant les 30 Glorieuses pour ébranler également la confiance qu'on va pouvoir avoir par rapport au système et par rapport aux autorités. Enfin, il y a quelque chose comme une faille qui est en train de s'ouvrir pendant cette période. Les questions se posent et on se rend compte que les recettes des 30 Glorieuses ne fonctionnent plus vraiment. Il faut que je me dépêche un peu peut-être. Et c'est juste au moment où l'idéologie néolibérale, hein, on est donc fin des années 70, années 80, commence à monter en puissance. On est dans le contexte, donc, est un contexte d'instabilité, de questionnement, etc. Et on a une montée en puissance de cette idéologie néolibérale qui arrive. Et je vous donne peut-être... je ne vais pas commencer à faire des citations parce qu'on va se perdre, mais il faut bien comprendre. Donc, souvenez-vous du modèle dont je vous parlais, du modèle des 30 Glorieuses dont je vous parlais tout à l'heure, emploi à vie, hausse continue des salaires, progression régulière en cours de carrière. La montée en puissance de cette idéologie néolibérale qui a été en Suisse synthétisée dans
dans un livre blanc, on va dire, c'est la remise en question, mais brutale. Hein. J'ai quelques citations à disposition, je peux toujours vous les faire tout à l'heure. C'est la remise en question brutale de ce genre de choses. Le plein emploi n'est plus un objectif. Maintenant, il faut être performant. Donc, on ouvre des vannes. Et évidemment, politiquement, ça va avoir un certain effet. Or, et c'est là la surprise, le parti politique qui va le plus et le mieux capitaliser dans cette période de grands questionnements, eh bien, ce n'est pas le parti radical, le parti historique de la bourgeoisie industrielle et financière qui est en somme le candidat naturel à pouvoir récupérer ce genre de choses, mais c'est un petit parti qui, dans les années 70, est quasiment en voie de disparition, c'est-à-dire l'UDC. Et pour être plus précis, l'UDC blochérienne. C'est l'heure, en fait, de Blocher, si j'ose dire, et c'est lui qui va transformer l'UDC en proposant ce que j'appelle une espèce de synthèse entre une politique néolibérale sans compromis, mais qui sera tempérée par un discours social que je qualifie de chauvin, qui, en gros, vous explique que si les assurances sociales ont des problèmes et qu'il faut faire des économies, c'est parce que les étrangers en abusent. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir, ma foi, faire des économies et donc couper dans les financements des assurances sociales, etc. Et qui s'appuie également, cette UDC, sur un conservatisme moral et culturel qui va lui permettre d'utiliser à fond, et elle ne va pas se gêner de le faire, le potentiel mobilisateur de cette vieille connaissance, l'Überfremdung, la xénophobie. Et ça, c'est le vrai moteur qui a permis à l'UDC de mettre en orbite, en tout cas, le premier étage de la fusée en question. Juste 2 mots sur l'origine de l'UDC, je vais aller assez vite là maintenant, parce que sinon je vais prendre trop de temps. L'UDC est en fait, et ça il faut aussi bien le comprendre, l'UDC en fait est un parti qui existe depuis les années 20, il s'appelait autrement à l'époque, il se constitue, il apparaît, c'est une scission de droite du Parti radical, il apparaît dans les années 20 sous un autre nom, le PAI ou le PAB, le Parti des artisans, paysans et bourgeois. Il a très vite un certain succès politique. Il va très vite pénétrer les institutions politiques suisses. Dès 1919, il est représenté au Conseil national. Dès 1929, il a un représentant au Conseil fédéral. Depuis cette date-là, il va en somme en quelque sorte vivoter. Et puis à la suite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il va connaître plutôt une chute, et dans les années 70, il se retrouve à quelque chose comme en 75, il touche quasiment le fond, il se retrouve avec un résultat électoral de 10%. On évoque même à ce moment-là la possibilité, enfin la possible éviction du parti du Conseil fédéral. Et c'est là que Blocher entre en scène. Et c'est là, il ne devient pas président du parti, mais il devient le leader politique et idéologique du parti, et de ce parti qui est donc doté d'une longue tradition institutionnelle gouvernementale. Donc ce n'est pas un outsider, il fait partie du système, sauf qu'il est en voie de disparition. Et Blocher va engager dans ce parti de plus en plus une espèce de mutation qui devient assez évidente dans les années 90 et qui puise alors sans complexe, mais sans complexe et ouvertement, dans l'arsenal idéologique de l'extrême droite raciste, c'est-à-dire en s'appuyant sur cette bonne vieille tradition de l'Überfremdung. Alors imaginez simplement un parti qui a une honorabilité gouvernementale, institutionnelle très forte, qui existe depuis les années 20, et ce parti, puisant dans le discours qui était positionné depuis toujours sur une position conservatrice, patriotique, nationaliste, bien sûr,
Mais là, il fait un pas vraiment plus important où il s'engage résolument dans cette voie. En fait, c'est un parti qui est en train, alors que c'est un parti gouvernemental depuis la fin des années 20, qui va adopter une ligne d'opposition, ou en tout cas anti-establishment, sans faire de la question de la participation au Conseil fédéral une question existentielle, contrairement au Parti socialiste, qui, dès lors qu'il était au Conseil fédéral, en a fait une question existentielle pour lui. Bref, on pourrait en somme le définir ainsi, un parti d'opposition en phase de construction, libéral sur le plan économique, champion du néolibéralisme, autoritaire, nationaliste, et qui mobilise, en tout cas à partir de sa renaissance dans les années 90, sur un discours violemment anti-étranger et surtout violemment anti-asile. Il est aidé par, il est aidé par le fait que les trois autres partis gouvernementaux, c'est-à-dire Parti radical, Parti démocrate chrétien, le centre d'aujourd'hui, et Parti socialiste, sont en perte de vitesse électorale depuis plusieurs décennies. Et le Parti socialiste, censé représenter l'opposition, est à peu près muet devant l'offensive néolibérale, comme s'il était sidéré par rapport à ça. Et la seule politique qu'il va adopter, c'est une politique justement d'adaptation aux contraintes du néolibéralisme, ce qui n'est pas une réponse, disons, particulièrement mobilisatrice. Le résultat, c'est que l'UDC se retrouve le seul comme ayant une réponse à la situation qui se pose à ce moment-là. J'en viens à dernier point, mais je vais d'abord aussi boire un petit coup, là. Oh, putain, terrible, quand parler comme ça, c'est terrible, parce que ça assèche la gorge. Mais vous en foutez. J'en viens au dernier point, que je vais, en somme, résumer de la façon suivante. C'est que si on réfléchit maintenant à aujourd'hui, à mes yeux, le problème le plus grave, en fait, ce n'est pas le renforcement de l'extrême droite, de la droite autoritaire et de l'extrême droite un peu partout en Europe. Le problème principal pour moi, c'est la quasi-absence, pour ne pas dire la disparition d'une gauche, mais je parle là plus généralement à l'échelle européenne, suisse, mais aussi à l'échelle européenne, la disparition d'une gauche à même d'avoir, de proposer un projet qu'on pourrait appeler un projet d'émancipation à la hauteur des défis qui se posent aujourd'hui, qui sont compliqués, parce qu'il y a le défi écologique qui est explosif, et les défis sociaux, le défi économique, etc., etc. Je ne dis pas que c'est facile. Le problème, c'est que la gauche a en quelque sorte disparu. Et il ne faut pas sous-estimer cette crise historique qui touche la gauche, dont les sources sont quand même assez connues. Je les résume, parce que la crise du communisme, évidemment, après, qui est devenue définitive après la chute du mur de Berlin. Mais il faut se rendre compte que ça signifie la quasi-disparition d'un courant très important dans la gauche, en tout cas européenne, qui a traversé à peu près tout le XXe siècle. Ça disparaît. Et deuxième élément, ce que j'appelle l'impasse de l'illusion réformiste, c'est-à-dire l'adaptation de la social-démocratie, alors avec des nuances et des différences selon les pays, aux contraintes néolibérales qui consistent non pas à avoir une ligne politique qui combat frontalement ce genre d'attaque, mais qui consiste à avoir une ligne politique où on s'adapte, où on trouve des compromis. Et ce qui a eu, au bout de 20 ans de néolibéralisme, comme effet de marginaliser, en tout cas d'affaiblir extrêmement la social-démocratie. Le dernier exemple en date, c'est l'effondrement du Parti socialiste français il y a ces dernières années, qui est tout à fait impressionnant. Et c'est là aussi, non pas la disparition, mais en tout cas une marginalisation très forte d'une autre composante importante de la gauche. Quoi qu'on
pense de ces deux composantes. Il faut se rendre compte que la gauche dans son ensemble en paye aussi le prix. Donc, le résultat, c'est que, en quelque sorte, ces mouvements, cette mouvance d'extrême droite qui est en pleine recrudescence, a le champ libre. Et pour ce qui concerne la Suisse, et pour ça c'est aussi tout à fait exemplaire, je pense qu'aujourd'hui l'emprise de l'UDC en Suisse, elle est telle qu'elle a en somme capté le leadership de l'ensemble de la droite ici en Suisse, ce qui est un exploit absolument extraordinaire. Il faut savoir que depuis 1848, date de naissance de la Suisse moderne, le leadership à droite a été détenu d'abord par le Parti radical, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais ça ne fait rien, le Parti radical en tant que tel, puis en duo avec le Parti démocrate chrétien, qui s'appelle aujourd'hui le Centre, pendant un siècle et demi. Et durant les 30 dernières années, via cette montée spectaculaire de l'UDC, l'UDC a été capable de rafler ce leadership. Alors, il y a bien entendu encore des différences fortes entre l'UDC et la droite, on va dire, classique ou historique, en particulier sur la question européenne, mais sur tout le reste, il y a un alignement de la droite, en particulier sur la politique par rapport aux étrangers, sur la politique de l'asile et ce genre de choses, où on voit le Parti radical faire de la surenchère par rapport à l'UDC. Et ça dit à quel point cette fameuse Überfremdung qu'on a rencontrée au tout début du XXe siècle, aujourd'hui, à la fin du premier quart du XXIe siècle, joue toujours et ô combien un rôle déterminant dans l'espace politique suisse. En fait, en une seule phrase, l'UDC est la grande héritière de cette tradition de Überfremdung qui a traversé tout le siècle, comme j'ai essayé de l'esquisser jusqu'à maintenant. Voilà, merci. Merci à Pietro donc, pour ce paysage et cette esquisse. Je vais maintenant donner la parole à Antoine qui va maintenant proposer des pistes pour mettre en avant les caractéristiques transnationales de la montée de l'extrême droite contemporaine en tentant de dépasser un cadrage strictement national. Donc pour ça, il va d'abord revenir sur la question des analogies historiques du fascisme pour ensuite développer les coordonnées qui permettent de penser le fascisme au présent, dans la situation actuelle, et ensuite développer et aborder la nature impériale du fascisme, et finir avec la question à la fois des affinités idéologiques entre les différentes formes d'extrême droite actuelles, et aussi les intérêts nationaux divergents donc entre ces extrêmes droites. Donc je te donne la parole. Merci. Je me lève du coup. Merci Lola pour cette introduction. Ça fait un peu bizarre du coup d'être debout, mais c'est OK. On observe une montée de l'extrême droite à l'échelle internationale. Je ne vais pas revenir en détail sur ce panorama. Elle est déjà au pouvoir dans un certain nombre de pays, soit directement à la tête des gouvernements, soit dans des coalitions. Dans d'autres pays, elle est plutôt en ascension, proche d'accéder au pouvoir. Dans d'autres pays, c'est le gouvernement en place, libéral, conservateur, qui mène une politique d'extrême droite. Enfin voilà, le paysage est, de ce point de vue-là, je vous apprends rien, pas très réjouissant. On observe dans une partie de la gauche, plutôt médiatique, un certain nombre de médias alternatifs, on parle d'une certaine vague fasciste, etc. C'est d'une manière assez, obscure, comme quelque chose qui nous déferle dessus, comme si on ne pouvait pas essayer d'en comprendre un peu les mécanismes. Et c'est un peu ce que je voudrais proposer aujourd'hui enfin, pas tous les mécanismes, parce qu'évidemment ce serait infaisable dans une trentaine de minutes, mais plutôt revenir sur certains éléments, sur la dimension internationale en particulier, qui, je pense, est assez peu évoquée. Il se trouve que je vais mobiliser la catégorie de fascisme, qui est un petit peu polémique pour plein de raisons. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans la discussion, etc.
et je vais un peu expliquer pourquoi elle peut me sembler pertinente à certains égards, même si je pense que le but du débat, c'est pas de revenir sur fascisme, pas fascisme, c'est plus documenter certaines réalités internationales qui me semblent importantes à discuter ensemble. Je pense que le but, les deux objectifs que je me suis un petit peu fixés, c'est d'abord de sortir d'une espèce de rapport figé à l'histoire et donc aux analogies historiques avec les fascismes du siècle dernier qui dominent un petit peu les débats qu'on peut avoir justement autour de cette catégorie de fascisme. Et puis une deuxième chose, un deuxième point de départ qui est assez lié en fait à celui-ci, mais qu'il faut dissocier pour bien avoir les choses clairement en tête, c'est une forme de nationalisme méthodologique dans la manière dont on analyse les extrêmes droites. Je reviendrai un petit peu sur ce que j'entends par là. Et donc, l'objectif général de l'intervention, c'est de penser le fascisme, historique comme contemporain, en l'inscrivant plutôt dans l'histoire longue en fait, de l'impérialisme occidental, plutôt que dans d'autres cadrages sur lesquels je vais revenir, qui me semblent pas inintéressants, mais qui me semblent aussi parfois limités et qu'on peut élargir à partir d'autres analyses. Donc, on peut le dire aussi autrement, c'est essayer d'appréhender le fascisme par l'international plutôt que par le national. Voilà, même si, ça ne veut pas dire qu'il faut dissocier ces deux échelles, mais au contraire, justement, toujours mener une analyse qui articule en fait l'échelle internationale et l'échelle nationale. Voilà. Bon, et pour tout ça, je vais mettre de côté quelque chose qui me semble, qui est pas peu important, mais que je vais laisser de côté là, c'est toutes les définitions plutôt idéologiques du fascisme. Quel est le projet idéologique du fascisme? Ça nécessiterait beaucoup de temps, et puis je pense que la plupart d'entre vous être déjà bien au clair sur ces questions-là. Alors d'abord sur la question de l'analogie historique. En fait, la plupart des débats sur l'extrême droite contemporaine, son caractère fasciste ou non, ils s'ancrent dans une approche qu'on peut dire analogique, au sens où il s'agit d'essayer de repérer si entre l'extrême droite contemporaine et les fascismes historiques du siècle dernier, il y aurait un certain nombre de critères qui seraient analogues. Donc on fait des listes de critères, je caricature un petit peu, hein, les historiens et historiennes ne font pas nécessairement des listes très claires, mais quand même il y a un peu cette idée d'avoir une approche critériologique. On va trouver tel élément, tel élément, tel élément, et on va voir si ils se reproduisent ou non dans les extrêmes droites contemporaines. Et en fait, finalement, c'est le cas à la fois pour les discours qui vont essayer de qualifier comme fascistes les extrêmes droites contemporaines, comme pour invalider leur caractère fasciste. En fait, dans les deux cas, il y a une approche analogique. Et finalement, les historiens et historiennes du fascisme sont assez peu consensuels sur cette question-là. Il y a à la fois des gens qui vont plutôt considérer qu'on peut mobiliser cette catégorie aujourd'hui. Si on prend des gens comme Enzo Traverso ou des gens comme Joan Chaputto, ils vont mobiliser cette catégorie parce qu'ils vont considérer qu'il y a un certain nombre de critères des fascismes historiques qui pourraient être reproduits à l'époque contemporaine. Le dernier livre de Joan Chaputto, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Les Irresponsables, son propos, c'est d'essayer de montrer comment les libéraux conservateurs en Allemagne ont mis au pouvoir les nazis qui étaient en perte de vitesse en 1932 et qui finalement leur ont donné une opportunité de revenir au pouvoir alors que peut-être qu'ils allaient s'effondrer. Donc évidemment là on voit le parallèle très clair. Chaputto il fait ça dans une perspective d'intervention politique dans le contexte français pour montrer comment le pouvoir macroniste mène une politique d'extrême droite et constitue un marchepied pour le Rassemblement national auquel il fait les yeux doux, etc. Bon, ça c'est, disons, un certain nombre d'historiens et historiennes qui vont plutôt mobiliser cette approche-là. Je reviendrai après sur les conditions de ça. Ensuite, il y a d'autres historiens et historiennes du fascisme ou des militants militantes qui vont mobiliser des définitions du fascisme un peu plus strictes d'un point de vue critériologique, qui vont considérer qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies, comme tout simplement par exemple la survivance de régimes démocratiques libéraux dans un certain nombre de pays, même quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Non pas pour dire que c'est des situations désirables d'un point de vue démocratique, mais simplement qu'on n'a pas, par exemple, l'interdiction d'autres partis que le parti unique. Il n'y a pas non plus un certain nombre d'autres critères importants comme l'existence de partis milices ou de milices armées dans les rues.
de répression importante, massive des mobilisations ouvrières, aussi parce que les mobilisations ouvrières sont moindres, mais ça on y reviendra après. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères et qui je pense en fait sont assez légitimes pour critiquer cette mobilisation contemporaine de la catégorie de fascisme. Donc l'idée c'est pas de dire que ces critiques-là sont inadéquates, mais ça, je vais revenir sur pourquoi je pense qu'on peut en sortir un petit peu de ce débat qui est un peu figé. Voilà. Donc comme je disais, en fait les analogies elles sont mobilisées à la fois pour confirmer ou infirmer le caractère fasciste de l'extrême droite contemporaine. Donc finalement, peut-être qu'une approche analogique de ce type-là, en fait, elle est peut-être pas très efficace, surtout qu'en fait, quand on voit la diversité historiographique des travaux qui existent sur cette question-là. Moi, ce que je proposerais, pas moi en fait, je tire ça d'un philosophe qui s'appelle Alberto Toscano, qui a écrit un livre qui s'appelle Fascisme tardif, qui a été publié en français cette année, mais qui est sorti il y a quelques années en anglais, qui rejette un peu cette approche de essayer de trouver un certain nombre de critères et qu'on essaye de voir s'il y a des critères qui seraient remplis sur le plan institutionnel notamment. Ça, c'était une des premières limites des débats aujourd'hui qui sont donc très centrés sur cette question de l'analogie historique. Un autre élément que j'évoquais un peu plus tôt, c'est celui de l'enlisement des débats dans une forme de nationalisme méthodologique. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le fait que l'analyse est toujours cadrée à l'échelle nationale et on va analyser les extrêmes droites dans leur cadre national et comment elles progressent dans leur cadre national. Et il y a des raisons tout à fait légitimes de le faire, encore une fois. Le fait que, en fait, ce nationalisme méthodologique, il est légitime parce que la conquête du pouvoir politique, elle se fait essentiellement à l'échelle nationale. Bon, elle se fait aussi à des échelles infra, bien sûr, mais elle se fait principalement à cette échelle dans dans tous les pays, en fait. Elle existe au moins, en tout cas, dans tous les pays. Après, elle a une importance relative en fonction des pays. Bon, la Suisse, c'est un cas un petit peu particulier sur ce plan-là, mais il y a un certain nombre d'autres pays où c'est vraiment la principale conquête du pouvoir se fait à l'échelle nationale. Donc, forcément, on est tenté, et c'est légitime d'analyser cette échelle pour observer la montée de l'extrême droite. Ensuite, ce nationalisme méthodologique vis-à-vis de l'extrême droite, il peut s'expliquer d'autant plus qu'on est sur des mouvements spécifiquement nationalistes. Donc, on peut se focaliser sur cette échelle-là parce qu'ils ont cette caractéristique particulièrement forte, encore plus que juste la conquête du pouvoir à cette échelle. Ils vont défendre cette échelle comme celle avec laquelle faire société, faire communauté. Je pense que ce nationalisme méthodologique, il masque un certain nombre de choses sur lesquelles je vais essayer de revenir, qui sont importantes aussi pour essayer de comprendre la politique d'extrême droite, toujours en articulant une politique intérieure et une politique extérieure. Voilà, donc à la fois le nationalisme méthodologique et les analogies historiques, je pense qu'elles reproduisent une forme je vais être un peu barbare, mais de fétichisme de la forme des régimes fascistes. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'ils auraient une forme assez figée dans le temps. En fait, ce qui est presque un petit peu une contradiction par rapport aux approches traditionnelles qu'on a des institutions politiques, qu'on considère généralement comme le produit de rapports sociaux, et donc des constructions historiques spécifiques qui ne sont pas vouées à se reproduire indéfiniment, etc. Donc, en fait, si on revient un peu, on finit sur ces débats sur la nature fasciste ou pas de l'extrême droite, évidemment que l'extrême droite actuelle, c'est pas l'extrême droite des années 30, mais ça c'est un truisme en fait. On n'a pas besoin de le débattre finalement. Le fait que, donc cette analogie historique qu'on essaye de faire, c'est un peu une joute théorique et historiographique qui a peut-être pas beaucoup d'importance. J'ai passé un petit peu de temps sur ça, mais ça me semblait important avant de revenir un petit peu sur justement ces dimensions internationales sur lesquelles je vais revenir juste après. Bon, juste un tout petit point aussi sur les théories marxistes traditionnelles du fascisme, parce que je pense que c'est important de s'ancrer dans ce type d'analyse, parce qu'elles retrouvent une forme de validité aujourd'hui. Voilà. Classiquement, le fascisme, il est analysé comme un produit politique des crises structurelles du capitalisme. En réalité, on peut mettre pas mal de choses derrière. Il y a un certain nombre d'interprétations différentes, mais disons que
ce serait un type de régime que la bourgeoisie verrait comme désirable pour garantir l'engendrement, le bon engendrement de ses profits dans cette période de crise où ils apparaîtraient menacés. Et l'action de régime dit fasciste, en fait, elle concerne aussi bien la sphère de la production, et donc là, tout ce qui est contrôle du travail et répression de toute forme d'organisation émancipatrice des prolétaires, dans le but, en fait, de renforcer leur exploitation dans un contexte où, justement, la captation du profit est rendue de plus en plus difficile. Mais il y a aussi une action des régimes fascistes, fascisants, plutôt sur la sphère de la circulation, avec un certain nombre de mesures protectionnistes. Et puis, il y avait cette distinction qui a été reprise hier des protectionnismes offensifs et défensifs. Et on peut observer une variété de formes de politiques protectionnistes associées à ces régimes voilà, en fonction des contextes nationaux, etc. Bon, ces analyses marxistes classiques du fascisme, elles présentent elles aussi un certain nombre de limites qui sont documentées depuis longtemps. Je ne vais pas revenir sur les bilans historiographiques à ce propos. Mais il y en a une qui me semble quand même importante, c'est en fait la place du racisme dans la manière dont le fascisme se développe. Parce qu'il y a un peu cette idée que ce serait un élément presque secondaire. Pas secondaire au sens où il ne serait pas central dans la montée du fascisme, mais ce serait plutôt qu'il y a une crise du capitalisme et puis la bourgeoisie mobilise le racisme pour légitimer dans sa base sociale et puis dans la société en général une forme de politique autoritaire et raciste en particulier. Et finalement, comme si ça arrivait après, comme si le racisme en lui-même n'était pas le produit aussi de l'organisation capitaliste de la société. Je reviens encore sur ce livre, Fascisme tardif d'Alberto Toscano, parce que j'adore ce livre. Il propose en fait deux manières de sortir de ce cadrage assez problématique. Il y en a une sur laquelle je vais un peu moins revenir, même presque pas, et l'autre sur laquelle je reviendrai un peu plus. La première, c'est de considérer que le fascisme, c'est le produit d'une crise du capitalisme racial, et pas uniquement du capitalisme abstrait à la division raciale du travail. C'est assez important parce que du coup, ça décentre, ça replace aussi le racisme en tant que production matérielle capitaliste et pas uniquement comme une idéologie externe qui serait mobilisée par une bourgeoisie qui chercherait simplement une légitimation d'un régime autoritaire. Il y a un certain nombre de théoriciens et théoriciennes marxistes noirs qui ont développé ces théories depuis les années 70. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur certains aspects. Et dans ce livre, Alberto Toscano, il théorise aussi le fascisme, non pas comme seulement une crise du capitalisme, mais aussi une crise de l'impérialisme. Et ça, je pense que c'est important pour justement dépasser cette échelle nationale et entrer dans une lecture plus internationale du développement du fascisme contemporain. Avant d'entrer dans cette dimension impériale, je pense qu'il faut simplement mentionner quand même un certain nombre de nouvelles coordonnées du problème qui légitiment en fait le fait que effectivement il n'y a pas de reproduction à l'identique des fascismes historiques aujourd'hui. Hier, il y a eu un peu plusieurs interventions sur la notion de crise démocratique. Moi, je ne vais pas trop revenir dessus parce que je trouve que c'est un cadrage qui ne me parle pas beaucoup et qui relève aussi d'une forme de fétichisation de la démocratie libérale et qui oublie le fait que ce sont des régimes tout autant impérialistes que les régimes fascistes. Mais je vais laisser ça un petit peu de côté. Bon, un premier élément, c'est que dans les 50 dernières années, on a eu un processus de transnationalisation du capital qui est particulièrement important. C'est-à-dire que les États-nations ont largement perdu de leur pouvoir organisateur de l'économie et c'est que les rapports économiques directs entre capitalistes passent beaucoup moins par une échelle nationale avec un rôle de l'État important. Aujourd'hui, il y a de plus en plus... depuis les 50 dernières années, il y a eu une intensification des flux entre capitalistes en deçà de l'échelle nationale. Ça, c'est quand même assez important parce que ça veut dire que les États-nations ont perdu une forme d'influence politique et économique importante, alors qu'il reste quand même le cadre de la conquête du pouvoir, comme j'expliquais plus tôt.
Ça ne veut pas dire non plus qu'on disparu complètement un certain pouvoir organisateur ou en tout cas directeur de l'économie des États-nations. Et on l'a bien vu hier dans la plénière sur les conflits interimpérialistes et la rivalité, enfin la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, elle le reflète très bien. Bon, il y a un autre élément qui est quand même aussi très important, c'est qu'on a eu un effondrement du mouvement ouvrier dans le monde occidental. Effondrement du mouvement ouvrier et de manière concomitante la construction d'une forme d'hégémonie néolibérale. Bon, tout ça qui est parfois analysé de manière un petit peu vaporeuse. Je pense que c'est important aussi de montrer que tout ça correspond à une transformation de la structure de classe dans les pays occidentaux, tout simplement parce qu'il y a eu dans les pays occidentaux l'émergence et la consolidation d'une classe d'encadrement, donc à une fonction un petit peu particulière quand même dans le processus de production en Occident, qui sont un peu des agents subalternes finalement de la domination du capital sur le travail, qui s'est énormément développé à mesure que les pays du Sud étaient en pleine prolétarisation massive et dans des conditions de travail particulièrement exécrables. Tout ce processus-là, il produit une forme en Occident d'atomisation sociale où il n'y a plus d'identification de classe, parce que pour y avoir une espèce de conscience de la classe d'encadrement, mais en fait, il n'y a pas de conscience de la classe d'encadrement. Il y a pas mal de travaux qui documentent un petit peu ça. Et qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus dans la société d'identification d'une forme, à part dans certaines sphères marginales, mais d'identification d'une forme de sujet politique collectif et émancipateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, simplement l'identification, elle, a disparu. Concernant la construction d'une hégémonie néolibérale, je pense que c'est important de mentionner un élément par rapport à ça, et qui est un élément de contexte quand même très important par rapport au siècle dernier, c'est que du coup le néolibéralisme, sous diverses formes, des formes, on va dire, plus conservatrices et d'autres plus progressiste, je vais mettre des gros guillemets, c'est devenu le principal rival politique en fait du fascisme dans la conquête du pouvoir. Et ça, c'est un élément important. On ne peut pas penser l'extrême droite en dehors du type de rival politique vis-à-vis duquel elle se mobilise. Et on dit souvent que le fascisme serait une famille politique qui n'aurait pas de cœur idéologique, etc. Je ne pense pas qu'ils aient de cœur idéologique. Ils ont un cœur idéologique, c'est la régénération de la race, de la nation, de l'identité, etc. Ils n'ont juste pas de politique économique stricte, pure, enfin, dans la manière dont ils la portent dans la course électorale, etc. Simplement, leur objectif, il est essentiellement racial, identitaire, culturel, on peut utiliser les termes qu'on veut. Voilà, donc il se trouve que leur ennemi actuel, face auquel ils s'opposent et dont ils essayent de digérer un certain nombre d'éléments doctrinaux dans la conquête du pouvoir, c'est plutôt un concurrent néolibéral. Puis un dernier élément qui me tient à cœur, c'est la dimension écologique. En fait, on analyse très peu la dimension écologique dans la montée de l'extrême droite contemporaine. Alors, je ne vais pas revenir sur l'écofascisme, etc., je vous rassure, parce que je pense que ce ne serait pas très important. Mais le fait que ce soit une dimension trop peu analysée dans le débat aujourd'hui, en fait, je pense que c'est aussi un problème, parce que sur un certain nombre d'aspects, c'est quelque chose qui change un certain nombre de coordonnées matérielles du problème et de comment aussi l'extrême droite construit son discours à destination de sa base sociale. Il y a des travaux qui sont produits spécifiquement sur la question. Vous avez peut-être déjà vu passer ce livre qui s'appelle Fascisme fossile du Zetkin Collective, qui lui revient sur le carbofascisme. Le carbofascisme, c'est la convergence d'intérêts entre le capital fossile et l'extrême droite partisane. Convergence d'intérêts sur laquelle on pourrait revenir si ça vous intéresse, et qu'on voit très bien dans le cas de Trump, Bolsonaro, etc. Tout ça repose aussi sur un certain nombre de travaux écomarxistes sur l'échange écologique inégal et sur le fait qu'il y a une aspiration des ressources par le nord global depuis le sud global et inversement une externalisation des pollutions du nord global vers le sud global. Bon, tout ça, là, le carbofascisme, etc., ça concerne beaucoup les hautes sphères de l'économie. Je reviendrai un peu sur
la base sociale aussi, les impacts sur la base sociale de cette dimension écologique. Voilà. Bon, tous ces éléments contextuels, encore une fois, je pense qu'ils confirment ce que je disais à la fin de la partie précédente sur le fait que un retour du fascisme sous sa forme historique, en fait, évidemment qu'il n'est pas possible. Enfin, il y a beaucoup trop d'éléments contextuels qui ont changé. Et encore une fois, le débat, il n'a pas à se poser là. Voilà. Ah mince, évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur la dimension impériale du fascisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, alors, pas revenir sur les fascismes historiques et les guerres impériales menées par les régimes fascistes historiques. C'est un élément plus macro, en fait, que Alberto Toscano met en avant dans son livre. Et donc, où il essaye de théoriser la montée du fascisme comme un produit de la crise du capitalisme, et plus loin, comme un produit de la crise de l'impérialisme plus largement. Et ce qui invite, et lui, il ne le fait pas forcément dans son livre, mais je pense que ça, c'est quelque chose que nous, en tant que mouvement politique, on peut s'approprier. Toujours mener une analyse politique qui analyse, je répète beaucoup les mêmes mots, qui analyse une politique intérieure et une politique extérieure, et comment les deux sont articulés toujours de manière spécifique, et étudier ces spécificités-là. Il se trouve que bon, les capitaux occidentaux voient aujourd'hui leur hégémonie mondiale être contestée. Je pense que les spécialistes d'hier ont bien mieux parlé de ça que moi, et puis que finalement l'accumulation du capital est mise en cause par cette perte d'hégémonie, et que moi, c'est un peu ce que disait Benjamin Burbaumer sur le fait que le gâteau croît de moins en moins vite, et que finalement les parts occidentales dedans se réduisent. Et on peut analyser ça comme une forme de déclin impérial qui nourrit justement des réactions autoritaires, et que un certain nombre d'éléments de la politique de Trump depuis son retour au pouvoir, on peut les analyser à cette aune. Souvent, on analyse les choses soit sur l'échelle internationale, soit sur l'échelle nationale, alors que finalement, il faut toujours, je pense, articuler les deux. Et depuis que Trump est au pouvoir, il a radicalement réorienté l'impérialisme américain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'impérialisme américain sous Biden, je sais que c'est un truisme, mais il faut bien le répéter, mais qu'il a changé de forme, il y a eu un retour brutal à une forme d'unilatéralisme qui reflète aussi un petit peu ce slogan de America First, de faire primer les intérêts américains coûte que coûte, en tout cas sous une forme particulièrement brutale. Et que dans ce contexte, en fait, finalement, la prise de pouvoir par l'extrême droite au sein d'États européens, c'est une donnée un petit peu secondaire pour Donald Trump dans ce contexte-là. Alors, ça pourrait lui faire des alliés idéologiques, je reviendrai sur ça dans la toute dernière partie. Mais en fait, la politique américaine, elle est essentiellement construite dans la rivalité commerciale avec la Chine. Et puis, tout est construit. Tous les autres éléments de sa politique sont construits à l'aune de cet objectif général et de cette guerre commerciale principale. Et finalement, on peut voir, hein, mais ça a été analysé par d'autres, que les tractations entre la Russie et les États-Unis pour le dépeçage de l'Ukraine, en fait, sont intégrées dans ce piétinement complet de toute aspiration de libération du peuple ukrainien par les États-Unis, par le régime trumpiste en particulier. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur ce que ça change pour la base sociale fasciste, qui de fait a changé, parce que comme je rappelais plus tôt, que le fait qu'il y ait une transformation assez profonde de la structure sociale capitaliste, et ben forcément, on ne peut pas analyser, on ne peut pas reprendre exactement les mêmes cadrages sur quelle frange de la population constitue la base sociale du fascisme contemporain. Et là, c'est là que je pense que l'écologie, elle a un rôle à jouer dans l'analyse. C'est parce que ce qu'on peut considérer comme le mode de vie impérial, qui est le mode de vie qui domine dans les sociétés occidentales, mais y compris en fait, chez une large partie des classes populaires, et c'est le cas en Suisse, c'est le cas dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale, repose en fait sur cet échange écologique inégal à l'échelle mondiale.
ça ne veut pas dire que toute personne... il y a à la fois une forme de dépendance et d'attachement en fait, à ce mode de vie impérial. C'est-à-dire qu'une dépendance matérielle vis-à-vis des modes de transport, etc. En France, la mobilisation des Gilets jaunes, elle peut être analysée à cette aune-là. Par exemple, le fait que c'est une réaction à une taxe écologique qui va peser sur des ménages qui sont particulièrement dépendants de la voiture individuelle et qui considèrent qu'il y a une forme d'inégalité écologique en fait, dans cette mesure-là. Mais c'est aussi, et c'est là qu'on peut relier ça à une analyse d'une base sociale carbo-fasciste, je pense qu'on pourrait reprendre ce terme-là, c'est le fait qu'il y a quand même un attachement à ce mode de vie impérial. Parce que ce mode de vie impérial, il garantit une forme de confort matériel, ce qui ne veut pas dire qu'on parle de situation désirable sur le plan social et économique, mais simplement qu'il y a une forme de... de confort matériel, d'aisance, qui en fait serait remise en cause par des politiques écologiques qui seraient vraiment ambitieuses à l'échelle mondiale. Et donc, l'extrême droite aujourd'hui, dans un certain nombre de pays occidentaux, son discours, c'est de dire que le mode de vie occidental n'est pas négociable. Et en fait, là-dedans, il y a à la fois un discours anti-écologique, à la fois un discours suprémaciste de en fait, notre civilisation et les formes matérielles qu'elle a pris, comment elle s'est développée est supérieure. Donc je pense que non, il ne s'agit pas de faire de l'écologie l'élément central de l'analyse de la montée de l'extrême droite contemporaine, mais on ne peut pas le mettre de côté tout simplement. Je ne vais pas aussi vite que j'ai prévu. Je passe toute une petite partie. Je voudrais juste terminer par un dernier élément qui est quand même important pour essayer de sortir d'un certain nombre de discours qu'on entend au sein d'une partie de la gauche, pas trop dans notre organisation, même pas du tout, mais plutôt une certaine gauche des médias alternatifs, etc., qui vont agiter le spectre d'un fascisme mondial qui serait en train de progresser. C'est un peu leur terme pour caractériser cette vague, cette montée de l'extrême droite à l'échelle internationale. Je pense qu'en fait, c'est une formulation qui est assez trompeuse, qui repose sur des inquiétudes légitimes, bien sûr, mais qui est assez trompeuse sur la nature de l'ennemi en fait, qu'on a affronté, parce que c'est une formule qui laisse présager qu'il y aurait un régime transnational qui serait en train de se constituer à l'échelle de la planète, qui impliquerait en gros la collaboration de tous les dirigeants d'extrême droite qui sont aujourd'hui au pouvoir ou aux portes du pouvoir à travers le monde. Il y a une expression là-dedans qui jette un peu de confusion, c'est celle d'international fasciste, qu'on entend de plus en plus dans les médias de gauche et puis un peu plus largement. En fait, je pense qu'elle est assez trompeuse. Enfin, ça dépend comment on la définit. Si on la définit comme il y a une collaboration pleine et entière des extrêmes droites à l'échelle internationale, je pense que là, on ne comprend pas grand-chose à la nature de ces collaborations. On peut déjà distinguer une internationale fasciste plutôt par en haut et voir qu'il y a effectivement un certain nombre de dirigeants d'extrême droite, dirigeants de partis ou dirigeants qui ont conquis le pouvoir dans leur pays respectifs, qui effectivement se soutiennent, surtout dans la conquête du pouvoir, surtout dans comment ils vont essayer de gagner des élections, etc. On l'a vu en Allemagne récemment avec des représentants trumpistes qui ont vraiment essayé d'infléchir la campagne en faveur de l'AfD. Mais en fait, cette collaboration, je pense qu'elle a rien de définitif, parce que ça reste... les extrêmes droites occidentales sont toutes des forces politiques nationalistes qui continuent de placer la suprématie de l'intérêt national sur les autres intérêts nationaux comme un peu la pierre angulaire de leur politique. Ça, c'est pour l'international fasciste par en haut. Donc montrer qu'en fait, finalement, elle n'est pas homogène. Il y a une forme d'ambivalence entre la collaboration dans la conquête du pouvoir et puis une conflictualité qui subsiste entre des régimes qui gardent toujours pour horizon la préservation et la consolidation d'un capitalisme national. On peut aussi identifier une forme d'international fasciste par en bas qui a des influences matérielles moindres, on va dire, sur l'ordre politique, mais qui par contre
ont parfois une visibilité plus importante. C'est en gros l'ensemble des circulations de militants d'extrême droite qui en fait s'intensifient si on fait un petit peu un suivi des militants d'extrême droite occidentaux en Europe occidentale. Et ben par exemple, là, quand il y a eu, vous avez sûrement vu ces images pour une partie d'entre vous, à Milan, il y a eu de nouveau un rassemblement fasciste célébrant la mort, en l'honneur de Mussolini. Et ben il se trouve que dedans, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Autrichiens. Il y avait sûrement des Suisses, mais j'ai pas vu l'info passer particulièrement. Et en fait, cette circulation, elle s'intensifie aussi. Et je pense qu'il faut pas. Elle a des impacts matériels moindres sur l'ordre politique parce que voilà, c'est des groupuscules, mais il me semble quand même aussi important toujours à relier et montrer qu'en fait le processus d'international fasciste, en fait, il se repère à ces deux niveaux-là. Voilà. Voilà, donc c'était un peu ça pour terminer et pour dire que finalement, en fait, c'est pas vraiment face à un fascisme mondial qu'on est aujourd'hui, auquel on fait aujourd'hui face, mais plutôt, alors là, c'est un peu de l'ordre de la formule, plutôt ce qu'on pourrait appeler une fascisation du monde. Pourquoi fascisation du monde? Ça me semble plus intéressant que fascisme mondial. C'est montrer que, en fait, c'est un processus assez conflictuel qui n'est pas homogène. C'est une dynamique qu'on peut effectivement observer à l'échelle mondiale, mais qui permet aussi enfin en tout cas j'espère, de montrer que en fait, l'attelage international entre différentes forces politiques d'extrême droite, il est profondément instable, il est sclérosé en fait, par la concurrence capitaliste impériale en fait, entre ces différents régimes qui peuvent sembler collaborer parfois, mais qui fondamentalement restent ennemis les uns des autres. Et juste pour terminer, c'est pas parce qu'il y a une forme d'instabilité dans cet attelage entre extrême droite à l'échelle internationale que on peut espérer que ça va tomber tout seul. Et je ne dis pas qu'on a les forces actuelles. Je n'ai pas beaucoup de perspectives à proposer sur comment on lutte contre ces attelages à l'échelle internationale, mais voilà. Simplement savoir qu'ils sont instables, c'est aussi une vision, je pense, un petit peu différente par rapport à ce spectre du fascisme mondial qui est parfois agité dans certaines sphères médiatiques. Merci. Bon, merci à vous deux pour ces présentations riches et assez denses sur le plan théorique. Donc maintenant, on a un peu dépassé le temps, mais vous êtes les deux coupables de manière égalitaire. Je ne sais pas qui a gagné. Mais voilà, maintenant, on veut ouvrir un temps de discussion avec le public, donc de questions et de réponses. Donc, je crois qu'on n'a qu'un seul micro et qu'il est lié. Donc, il faut juste venir, on va venir là, et puis un peu derrière la caméra. Et puis, on passera le micro. Donc, on voudrait faire plutôt plusieurs questions à la fois. Et puis ensuite, les intervenants répondront. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc, si vous avez des questions, annoncez-vous, vous pouvez lever la main. Ok, on y a déjà beaucoup. Francisca, les trois, et puis ensuite toi, mais on va faire 3 par 3, je pense, c'est plus simple. Donc les 3, vous pouvez venir là, et puis je vais vous passer le micro. Ouais. Non, mais juste pour pas gêner. Ah, ok. Merci à vous deux pour vos interventions. Moi, ça m'a un peu amené à plein de réflexions. Et puis, en fait, aussi qui crée un peu des liens entre vous deux. Parce qu'une des choses que je trouve quand même frappante, et je pense que c'est très en lien avec ta présentation, Pietro, et puis du coup aussi la tienne, c'est que l'UDC, elle est quand même un modèle d'inspiration pour les partis d'extrême droite dans nos pays voisins, où on voit vraiment que l'AFD, le Rassemblement national, s'intéresse extrêmement aux stratégies de l'UDC. Et je pense l'histoire de succès de ce parti que tu as dessiné, ça en explique beaucoup. Et puis en fait, ça m'amène un peu à une première question que j'ai. C'est comment ça se fait que dans les pays voisins, il y a quand même des mobilisations et on a quand même l'impression que l'ascension de ces partis à des scores électoraux plus importants, ça crée une sorte
d'angoisse dans la société. Enfin, il y a un peu une réaction. Alors qu'en Suisse, on est un peu, l'UDC, c'est le premier parti, c'est pas génial, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Et puis voilà, et ça me pose d'un côté la question, est-ce que la Suisse est tout simplement habituée à la question, ou est-ce que la Suisse depuis toujours été un État profondément d'extrême droite? Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce que tu as dessiné par la continuité de cette primauté de la peur de l'Überfremdung, mais enfin voilà, c'est une question que je te pose. Et puis, ouais, un peu ces échanges entre les extrêmes droites. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi, Antoine, que probablement fascisation du monde, c'est plus pertinent que fascisme mondial. Mais moi, je suis quand même moins... Enfin, j'ai l'impression que le nationalisme des fascismes ou des extrêmes droites, en tout cas d'Europe occidentale, il est peut-être moins important que la suprématie blanche et que du coup, oui, peut-être qu'il n'y a pas une potentialité vraiment d'une internationalisation totale du fascisme, mais en tout cas une sorte de solidarité blanche entre les extrêmes droites d'Europe occidentale. Enfin, moi, j'y vois quand même un certain potentiel, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et puis, ça m'amène à une dernière réflexion qui est aussi ces échanges entre les extrêmes droites plus larges. J'ai l'impression que beaucoup, et aussi la lutte pour la normalisation de leurs instruments d'intervention. Par exemple, là tout récemment, que Orban ait invité Netanyahou en totale contradiction avec l'arrêt d'arrestation contre ce dernier. En fait, Orban, il n'est pas content qu'il y ait un état de droit international qui existe parce que lui, il s'est fait taper sur les doigts à plusieurs reprises pour ses politiques d'extrême droite. Et puis, il a un intérêt à démanteler ces systèmes et je pense que ces solidarités se construisent aussi pour ce but-là. Et là aussi, il y a une sorte de stratégie internationale de ces extrêmes droites. Merci. Juste avant de donner la parole, c'est mieux quand même de s'en tenir à une question, parce que sinon ça dérègle tout, mais c'est pas grave, juste du coup, est-ce qu'on prend encore une question avant de répondre? Ouais, ok. Alors merci, aussi une question qui s'adresse aux deux intervenants, parce que vous avez les deux traités de ça. C'est en fait finalement une certaine extériorité de la problématique de la xénophobie ou du racisme par rapport au développement du capital. Vous avez traité de la continuité du terme Überfremdung dans l'histoire suisse, et toi-même tu as aussi décrit à quel point certaines analyses marxistes étaient insuffisantes pour expliquer le développement du sentiment raciste. C'est à peu près comme ça que tu l'as dit. C'est quand même assez intéressant de revenir, ça correspond aussi à certaines choses que disaient une partie des anthropologues tiennent sensiblement le même discours en disant que le racisme, ce n'est pas nécessairement dans la nature humaine, ce n'est pas nécessairement un fondamental des sociétés humaines, mais c'est un élément qu'on retrouve de manière récurrente dans l'histoire, dans plusieurs sociétés humaines, ce qui est quand même un peu embêtant. Pourquoi embêtant? Parce que si il y a une certaine récurrence dans le racisme dans plusieurs sociétés humaines à plusieurs moments différents de l'histoire, aujourd'hui, quelle est la stratégie pour des mouvements disons de gauche, radicales, qui font de la lutte contre le capitalisme leur fondement de leur engagement politique? Quelle est la stratégie gagnante pour lutter contre le racisme si l'anticapitalisme ne permet pas à lui seul de combattre le racisme ou la xénophobie? Moi, j'aurais une question qui rejoint un peu la tienne à propos de l'Überfremdung. Ce qui m'a frappé en ce qui concerne la Suisse en particulier, c'est que dans les mouvements animés par Schwarzenbach, etc., et qui se sont polarisés autour des débats dans les initiatives Schwarzenbach, il s'agissait des immigrés et des ouvriers immigrés italiens, hein, et ensuite, dans une certaine mesure, les Espagnols, qui au nombre plusieurs centaines de milliers. Alors que tout d'un coup, il y a une espèce de tournant dans les années, c'était même en 8 pratiquement, où ce sentiment d'Überfremdung s'est transformé en une forme en fait de racisme pour se diriger d'abord contre les réfugiés zaïrois, et puis ensuite c'était les Sri Lankais qui posaient problème, enfin les ressortissantes et les ressortissants d'ex-Yougoslavie. Donc
là, il est difficile de parler de racisme, mais il y a une espèce de rejet, et qui est simplement un rejet de l'autre, quel que soit son nombre. Hein. Je pense maintenant même à la campagne de l'UDC contre la Suisse à plus de 10 millions d'habitants, hein, alors qu'on ne peut pas qualifier la population qui est en cause dans cette limitation. Hein. Et je me demandais finalement quel est le rôle joué par ces différentes formes de ce qu'on appellera quand même simplement la xénophobie dans les différents mouvements fascistes contemporains, avec les relations internationales que tu as indiquées. Voilà. On va s'arrêter là pour le premier tour de questions parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses déjà. Et d'ailleurs, je pense qu'on en fera encore un seul après, mais je ne pense pas qu'il y a forcément le temps pour plus. Donc voilà, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Vas-y. Oups. La question posée, je ne sais pas ton nom, mais c'est égal, par notre ami devant, là, je trouve, oui, sur la réaction, disons, différente. Disons, on ne voit pas des grandes mobilisations anti-racistes. Enfin, il y en a, hein, mais comparables à d'autres pays. Une des raisons, je vais dire structurelles, mais qui distingue la Suisse par rapport aux autres pays, c'est que, contrairement à partout ailleurs, le parti en Suisse qui est porteur de cette idéologie et qui va très loin, hein, et qui va jusqu'à remettre en question également les fondements de l'état de droit international, comme par exemple les interventions du l'UDC qui demandent que la Suisse sorte du Conseil européen des droits de l'homme, etc. etc. Hein. Il faut bien voir ça, donc qui est tout à fait dans cet axe, n'est pas un outsider. C'est un parti qui s'est constitué, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça, parce que ça pèse lourd, Moi, je crois beaucoup à la longue durée, donc aussi à la moyenne durée, parce qu'on ne peut pas parler de longue durée pour le début du XXe siècle, mais quand même. Et ça veut dire la chose suivante, si on veut le simplifier, c'est que c'est plus difficile pour le commun des mortels, il faudrait définir ce qu'on entend par là, mais allons-y comme ça, c'est plus difficile pour le commun des mortels de contester la légitimité d'un parti qui porte une légitimité historique forte, puisqu'il siège depuis des décennies dans toutes les institutions politiques, avec lequel il y a des interactions constantes, pour ne pas dire des alliances régulières avec les autres partis de droite, que de contester un parti d'outsiders qui, malheureusement, aujourd'hui n'est plus des outsiders, comme par exemple le Front National en France, où parmi les fondateurs, tu as en tout cas deux ou plutôt 3 personnes ouvertement liées au fascisme pendant la guerre en France, et qui manifestement n'a aucun, à ce moment-là, caractère d'honorabilité, si j'ose dire. Alors après, le fait, c'est que ça n'a pas empêché de prendre malheureusement beaucoup de place, mais c'est une autre histoire. Ça, c'est la grande spécificité. Et d'ailleurs, l'UDC, à part un certain nombre de ses membres, porteurs d'images aussi, hein, je pense à Freisinger, mais à part ce genre d'exception, ont pris beaucoup de précautions pour qu'on ne les assimile pas à l'extrême droite autrichienne, allemande, etc. Ce qui n'empêchait pas un certain nombre de Freisinger en partie, qui lui a sans doute une origine de ce type, de participer à diverses rencontres internationales de l'extrême droite européenne et tout, et il y en a sans doute d'autres. D'ailleurs, un des cadres de l'Action nationale, maintenant son nom m'échappe, mais il y a sûrement quelqu'un qui va pouvoir me le rappeler, c'est l'ancien secrétaire de Schwarzenbach,
Exact. Ah, voilà. Ulrich Schur, exactement, ancien secrétaire donc de Schwarzenbach, lequel, donc le créateur de l'Action nationale, lequel était membre éminent du Parti fasciste suisse dans les années 30. L'UDC, dans son mouvement de radicalisation sous l'influence de Blocher, a capté intégralement cet héritage. Et je vais juste dire 2 mots, mais je vais être assez court sur ton intervention, parce que c'est vrai, c'est très intéressant, et ça, je pense que l'UDC l'a joué avec une intelligence folle, parce que malheureusement, ils savent faire de la politique. C'est ce tournant où l'Überfremdung, pendant très longtemps, mais pas uniquement, parce que l'Überfremdung, c'était aussi les Juifs dans l'entre-deux-guerres, où on a mis dans les passeports, même d'ailleurs bien avant 1933, demandé dans les passeports de mettre, ou dans les papiers officiels, de mettre un signe distinctif, pour que justement on ne se fasse pas Überfremdé. Et l'image de l'étranger, l'altérité étrangère qui risque de nous submerger, elle a aussi été portée à une époque par le juif, cosmopolite, judéo-bolchevique, enfin, je sais pas quoi, enfin, etc. Mais il est vrai que sinon, dans l'après-guerre, l'Überfremdung est surtout symbolisé par les travailleurs immigrés, d'abord italiens, ensuite espagnols, et puis on met tout le monde dans le même. Il y a aussi eu les Turcs, d'ailleurs. Et il y a un tournant dans les années 90 lorsque, à mon avis, l'UDC commence véritablement à puiser de plus en plus ouvertement dans l'arsenal, au nom de l'Überfremdung, mais dans l'arsenal raciste classique de l'extrême droite, avec la question de l'asile. Alors, je n'ai pas, moi, une réponse maintenant précise et complète, mais c'est très intéressant, parce que c'est ça qui est devenu mobilisateur. C'est ça qui est devenu mobilisateur. Mais le travail avait déjà été fait largement avant. Inutile de rappeler à quel point les syndicats, dans les années 50 et 60, en tout cas certains, étaient, si j'ose dire, infectés par l'Überfremdung, à part certaines fédérations comme le SSP, syndicat des services publics, et ce qu'on appelait la FOBB à l'époque, Fédération ouvrière du bois et du bâtiment. Ils avaient d'ailleurs intérêt, puisque une partie importante de leurs membres étaient justement des étrangers. Mais d'une manière générale, les syndicats ont joué un rôle pervers dans cette affaire, néfaste, qui leur a d'ailleurs coûté cher à la suite. Alors là, je pense que là, pour ce qui est de l'UDC, c'est sa capacité à utiliser des opportunités en se rendant compte que l'Überfremdung devenait mobilisateur, et ô combien, et très largement, en focalisant sur la question de l'asile. Parce que les réfugiés, ils ne viennent même pas ici pour travailler. Je reprends le langage des... Ils ne viennent même pas ici. Au moins, les Italiens et les Espagnols et les Portugais, ils venaient ici puis ils travaillaient. C'est-à-dire qu'eux, même pas. Puis on doit leur payer l'assurance maladie, machin. Vous connaissez toute la démagogie qui tourne là autour. Et c'est plutôt ça, en fait, le fait. Et ils le font sans aucune retenue. Enfin, il n'y a aucune... Tout en étant, encore une fois, j'insiste, c'est très important, ils sont issus du sérail de la droite suisse, helvétique, celle qui s'est constituée à la fin au 19e, au début du 20e siècle, et qui donc porteur d'une légitimité historique qui pèse de son poids. Ça, je pense que ça joue alors un rôle certainement important dans le fait qu'on ne voit pas l'UDC comme un parti d'extrême droite en Suisse. Je vais revenir juste sur la question des mobilisations, parce que je pense que moi, je ne suis pas aussi optimiste que toi sur le fait qu'il y ait des mobilisations. En Allemagne, il y a eu des manifestations. Ah. Ça semblait un peu optimiste par rapport à la situation en Suisse, par exemple. Ou en France, oui, il y a des manifestations contre l'extrême droite qui rassemblent quand même pas mal de monde par rapport à d'autres types de mobilisations, etc. Et je pense qu'un des éléments du diagnostic, c'est qu'il y a encore relativement de monde dans les manifestations, mais en fait, c'est tout. En dehors des manifestations, on a un tissu populaire organisé qui s'est complètement délité et qui est en fait extrêmement faible.
qu'il soit syndical, associatif, etc. Et dans un certain nombre de pays occidentaux, en fait, c'est le démantèlement de ce tissu associatif, enfin populaire organisé, disons, pas que associatif, qui me semble être en fait aussi comment dire, la source de notre impuissance. Et puis reconstruire ce tissu populaire organisé, enfin, on ne va pas le faire en 3 ans, quoi. Ça va être quelque chose qui va prendre ça va prendre plusieurs décennies probablement. Donc voilà, c'est encore une fois pas très optimiste, mais c'est un peu la manière dont je vois un peu la chose. En fait, ta question, Francisca, sur le nationalisme qui est moins important, mais avec une réaffirmation d'une forme de suprématie blanche, ça rejoint un petit peu la question de Claude, je trouve, moi, sur les transformations de la xénophobie dans l'extrême droite actuelle. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé de ça, ce que j'ai dit au début, que je laissais de côté les dimensions plus idéologiques, mais c'est effectivement quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a une transformation quand même du rapport à la question raciale dans l'extrême droite européenne depuis les années 70, où globalement la référence à la race biologique a décliné, on ne va pas dire qu'elle a disparu, et pour avoir une approche plus culturelle. D'abord c'était le terme de culture, puis aujourd'hui c'est le terme d'identité qui est beaucoup mobilisé dans les sphères d'extrême droite sur le sujet. Souvent c'est décrit un peu comme une espèce de glissement, et juste je tiens à préciser un truc, c'est qu'il y a des textes de théoriciens d'extrême droite qui écrivent texto dans les années 70, on va arrêter de parler de race parce que sinon on va nous dire qu'on est raciste, maintenant on va parler d'identité. Donc quand on dit que voilà, c'est une espèce de glissement, etc., c'est pas du tout un glissement, première chose. Et deuxième chose, il y a en fait une continuité très claire entre ces usages-là, et que finalement racisme culturel, racisme biologique, c'est pas 2 formes distinctes, mais bon, je sais que globalement, je pense que tout le monde ici est bien conscient de ça, mais on sait assez peu qu'il y a des théoriciens qui ont écrit ça direct. Souvent, on essaye de le documenter, de montrer qu'en fait, il y a des préjugés raciaux, biologiques qui fondent un certain nombre de discours d'extrême droite, mais en fait, ils l'ont écrit texto. Voilà, donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité, et je pense que ça change des choses un peu dans l'échelle à laquelle il y a un projet politique qui est porté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être un amoindrissement de la manière dont au sein des extrêmes droites organisées, il y a une aspiration nationaliste. Maintenant, en fait, il y a un retour en fait, d'une aspiration raciale très claire. Et le fait de parler de défense de la civilisation européenne, en fait, c'est une défense de la race blanche très claire, et c'est de plus en plus assumé par un certain nombre d'idéologues. Je suis désolé de remettre un peu de l'écologie dedans, encore une fois, mais je pense que la manière dont certains discours sur l'écologie et sur l'environnement particulier de la civilisation occidentale, en fait, ça ramène de la biologie encore dans un discours soi-disant identitaire. L'idée, c'est de dire que en fait, la civilisation européenne serait le produit d'un environnement particulier qui serait meilleur que les autres, qui serait plus tempéré, qui aurait permis de faire de l'Europe la meilleure civilisation. Mais en fait, ça veut dire la meilleure race concrètement. Je ne rentre pas dans le détail de ça là maintenant, mais ça me semble important. Et dernier point sur la question de l'extériorité du racisme dans le capitalisme. On a fait un super atelier en fin de matinée sur la question. En fait, je pense que c'est important dans le sens où dans les théories critiques du capitalisme en Europe, le racisme est essentiellement conçu comme quelque chose d'extérieur, comme un sous-produit ou comme quelque chose de minoritaire, de secondaire dans l'analyse, ce qui n'est pas du tout le cas en fait dans d'autres contextes continentaux. En Amérique du Nord, le concept de capitalisme racial est très débattu, très instable, etc., comme plein d'autres concepts politiques d'ailleurs. Et voilà. Et je pense qu'il y a toute une tradition aussi de pensée et d'action aussi dont on peut s'inspirer, s'inspirer et qu'on peut essayer aussi de reproduire aussi en les adaptant au contexte qui est le nôtre, mais dans lesquels on devrait aller piocher. Merci. En réalité, je crois qu'on a juste fait trop long et que je sais même pas. Je sais pas si quelqu'un. Ouais, d'accord. Bon, alors malheureusement, on peut plus prendre.